Bonjour, j'aimerais partager avec vous quelques considérations sur les éléments de prise en charge histopathologique des pièces d'énucléation pour rétinoblastome. Je vous propose quelques réflexions, quelques rappels sur l'histologie de la rétine et puis des éléments de prise en charge macroscopique, les éléments de diagnostic positif et surtout, c'est finalement ça qui sera le plus important dans cet exposé, c'est l'évaluation des facteurs de risque histologiques, puisque quand les pièces d'énucléation arrivent chez le pathologiste, le diagnostic en général est fait, et la question majeure qui est demandée au pathologiste, c'est de définir s'il y a des risques histologiques pour préciser la suite du traitement. Un mot de rappel sur l'histologie de l'œil, et vous avez ici l'épithélium rétinien, avec ces différentes couches qui reposent sur l'épithélium pigmentaire, et puis en dessous, la choroïde et la sclère. Donc les différentes couches de la rétine, avec les neurones transmetteurs, les neurones intégrateurs, les photorécepteurs, dont on voit ici les noyaux des cellules, avec à la partie la plus externe, les cytoplasmes qui sont en forme de cône ou de bâtonnet, et puis qui reposent sur l'épithélium pigmentaire. Donc l'épithélium pigmentaire qu'on voit ici, à la partie plus externe, c'est donc la choroïde, et c'est cette notion qu'il faut prendre, qu'il faut avoir, c'est qu'il y a entre l'épithélium pigmentaire et la choroïde, c'est la membrane de Bruch, là, qui est la membrane basale de l'épithélium pigmentaire, et puis il y a deux couches distinctes, un peu arbitrairement deux couches à la choroïde, la couche superficielle qui contient des capillaires, des petits vaisseaux, micro-vaisseaux qu'on voit ici, et puis la partie profonde qui contient des vaisseaux de plus grande taille. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de distinguer les atteintes superficielles de la choroïde, pour lesquelles il y aura un risque d'extension métastatique qui sera faible, alors que pour les atteintes profondes de la choroïde, qui concernent les gros vaisseaux, le risque d'atteinte métastatique sera plus élevé. Et puis la choroïde repose sur la sclère. Donc, quand on reçoit une pièce d'énucléation, il y a différentes étapes pour en assurer l'analyse macroscopique, l'examen avant ouverture, dégagement et mesure du segment du nerf optique postérieur, et puis fixation. Et puis, deuxième étape de macroscopie qui sera après la fixation. On verra ça plus en détail. Donc, voici une pièce d'énucléation pour rétinoblastome. Il y a évidemment une mydriase complète. On aperçoit la tumeur blanchâtre à la partie postérieure. Et puis, latéralement, il y a presque toujours une gangue de tissu adipeux au pôle postérieur qui est autour du nerf optique. Il était important, ça facilite les choses, de dégager très soigneusement cette gangue de tissu adipeux ici qui laisse apparaître le moyen de nerf optique qu'on mesure, et c'est tout de suite bien individualiser ça parce que l'analyse de cette partie-là de la pièce va être particulièrement importante pour la prise en charge, pour la qualité du compte-rendu. Donc après, il faut fixer le globe oculaire, soit on le met directement dans le liquide fixateur. Je pense que c'est peut-être un peu meilleur d'injecter du fixateur dans le globe, ça accélère, ça diminue le délai de fixation et une meilleure conservation des structures intraoculaires. Mais si on ne l'a pas fait, que le globe a été immergé en totalité, ce sera suffisant pour faire une analyse correcte. Alors, après fixation, il y a une étape essentielle qui est de, premièrement, pratiquer une section, une rondelle, de prélever une rondelle de la tranche de section terminale du nerf optique, rondelle qui n'a pas été photographiée, mais qui est représentée ici sous la forme de ce petit cercle, petite rondelle, qui doit être inclus séparément parce que cette analyse-là a une importance particulière. Et puis, quand cette rondelle a été prélevée, on pratique avec une lame qui coupe bien une section médiane du globe oculaire qui va passer par le moignon du nerf optique, par la lame criblée et qui va couper tout l'ensemble de l'œil. Eh bien, si après
chacune de ces deux sections va être recoupée. Mais si on a déjà à l'examen histopathologique ces deux tranches, celle-ci et celle-là, même si le reste a été traumatisé, ça va nous permettre dans l'immense majorité des cas d'avoir les éléments nécessaires pour faire une évaluation histopathologique correcte. Et je le redis tout de suite, c'est ce qui se passe à ce niveau-là pour chacune des tranches est un élément majeur pour la qualité de la prise en charge. Donc, classiquement, on individualise trois types d'extension intraoculaire des rétinoblastomes, les tumeurs dites endophytiques, qui poussent, dans l'immense majorité des cas, qui poussent à l'intérieur de la cavité, les tumeurs diffuses qui tapissent. Il y a plus un tapis avec une épaisseur variée au sein du globe oculaire qu'une prolifération intraoculaire véritablement. Et puis les lésions qu'on appelle exophytiques, qui se développent à l'extérieur, entre la rétine et la sclère, comme on a sur ce cas-là. Donc l'examen macroscopique va distinguer ces trois types, enfin va préciser quel est parmi ces trois types le mode d'extension prédominant. Ensuite, une fois que les tranches de section ont été faites et que les préparations histologiques ont été réalisées, on examine donc au microscope ces préparations. Il y a donc deux étapes majeures. Premièrement, confirmer le diagnostic de rétinoblastome et en définir la différenciation, examiner la rétine de contiguïté et puis, comme je l'ai dit, analyser les facteurs de risque d'extension tumorale au niveau choroïdien et au pôle postérieur. Donc, le diagnostic histologique de rétinoblastome en règle ne pose pas de problème. Vous avez ici la rétine normale et puis en contiguïté de la rétine, vous avez cette prolifération tumorale constituée de petites cellules basophiles dont on perçoit essentiellement le noyau, le cytoplasme est peu visible. Mais à ce niveau-là, vous voyez tout de suite qu'il y a ces structures arrondies qu'on appelle des rosettes et qu'on voit ici, il y a un plus fort grandissement, vous voyez. Les cellules les noyaux se mettent en couronne. Là, on voit bien les cytoplasmes, mais il y a quelquefois une petite lumière qui est perceptible à la partie centrale. D'autres fois, cette lumière n'est pas perceptible. Et puis, il convient d'examiner la rétine, la partie non tumorale, l'épithélium rétinien, car il n'est pas du tout rare de trouver des petits foyers séparés. Donc, c'est pas mal de le signaler. Vous en avez ici un foyer qui est très limité, et ici un foyer plus important qui diffuse sur toute l'épaisseur de l'épithélium rétinien et qui atteint ici la couche des cellules pigmentaires. Vous voyez ici un plus fort grandissement, ce petit foyer très limité de rétinoblastome ici, et ce genre de foyer accessible quand il est isolé, n'est-ce pas, à un traitement spécifique s'ils sont isolés. Et puis, peut-être il y a très peu de choses sur le plan immunophénotypique concernant les rétinoblastomes. Il est classique quand même de mentionner qu'il n'y a pas d'expression dans l'immense majorité des cas du gène RB, de la protéine RB, et donc ça peut être utile dans certains diagnostics différentiels. La protéine est exprimée dans la rétine normale, vous voyez des noyaux marqués ici, dans les cellules normales, alors que dans les cellules tumorales, elles ne sont pas marquées. Donc maintenant, l'élément majeur, c'est l'évaluation des facteurs de risque histologiques, atteinte de la choroïde, atteinte du pôle postérieur, atteinte de la section terminale du nerf optique. Donc la choroïde, on a l'habitude de distinguer deux stades d'infiltration, les atteintes dites superficielles. Comme vous avez ici, vous avez la prolifération tumorale qui est au niveau de la cavité, et puis les cellules dissocient l'épithélium pigmentaire, vous voyez, qui est entièrement dissocié, et les cellules tumorales sont tout près ici de la choroïde, mais là, la choroïde n'est pas infiltrée. Il y a peut-être les lames les plus superficielles, et même la couche des capillaires, vous voyez ici, est respectée. Ici, c'est un peu la même chose. Là, la tumeur est passée sous l'épithélium pigmentaire, donc vraiment, on peut dire que la choroïde superficielle est infiltrée,
mais ça reste au niveau de la choroïde superficielle et les gros vaisseaux qu'on voit à la partie plus profonde, eux, sont respectés. À l'inverse, ici, dans ce cas-là, les cellules tumorales ont atteint toute l'épaisseur de la choroïde. On voit ici les gros vaisseaux qui sont englobés par la tumeur et les cellules tumorales atteignent la sclère. De même, sur cet autre cas, vous voyez, les cellules tumorales atteignent toute l'épaisseur de la choroïde, on retrouve des gros vaisseaux et puis les cellules sont contre la sclère. Donc l'autre étape de l'examen microscopique, c'est l'examen du pôle postérieur et c'est vraiment le moment majeur pour l'analyse histopathologique des rétinoblastomes car il évalue le risque de récidive locale et le point essentiel est d'examiner la lame criblée qui représente la limite anatomique naturelle. Alors, quelquefois, il arrive que cette lame criblée soit un peu refoulée à cause de la pression intraoculaire, donc elle peut se situer légèrement en dehors de la sclère, mais il ne faut pas se laisser impressionner, si je puis dire. Il faut tenir compte de ça et bien regarder si la lame elle-même est envahie ou pas. Donc voilà un exemple d'infiltration prélaminaire, c'est-à-dire que la lame criblée qu'on voit ici, dans le prolongement de la sclère, vous avez une partie de la sclère, ça qu'ici, une autre partie là, l'autre partie est ici. Là, il y a une infiltration complète de la choroïde, n'est-ce pas? Mais la lame criblée qu'on voit ici, elle est respectée alors que la tumeur est ici. Donc c'est un exemple d'infiltration prélaminaire. On le voit ici à un plus fort grandissement. La lame criblée est là. Et l'infiltration est devant la lame criblée, mais elle n'infiltre pas la lame elle-même. À l'inverse, sur ce cas-là, vous voyez, la lame criblée est ici. Et puis on voit qu'il y a des cellules tumorales qui ont infiltré latéralement et qui atteignent la lame criblée. Donc c'est un exemple d'infiltration intralaminaire. Ici, à l'intérieur de la lame criblée, on aperçoit les fibres de la lame et on voit des cellules tumorales qui sont dans l'espace de la lame criblée. Mais la partie rétrolaminaire, elle, est respectée. Quand on dit la partie rétrolaminaire, c'est celle qui est donc ici, c'est en dehors de la lame criblée. Ici, on est en dehors de la lame criblée, on est juste intralaminaire, mais on n'est pas rétrolaminaire. Et à l'inverse, ici, vous avez donc la lame criblée qui est infiltrée sur toute son épaisseur et il y a même une atteinte dans la partie, disons, la plus proximale du nerf optique. C'est donc une atteinte post-laminaire puisque la lame criblée, elle, est franchie. Et c'est dans ces cas-là qu'il faut être très attentif au fait de savoir s'il y a ou pas une atteinte des gaines méningées qui sont ici. Là, on ne voit pas d'atteinte des gaines méningées, autant qu'on puisse dire la prolifération tumorale reste restreinte au nerf optique lui-même, mais n'atteint pas les gaines. C'est un autre exemple d'atteinte rétrolaminaire ou post-laminaire. La lame criblée est ici, et les cellules tumorales basophiles ici ont dépassé la lame criblée. Quand on a une atteinte, disons, post-laminaire, ça fait partie du protocole de la mesurer. On prend comme base pour la mesurer une section, une ligne qu'on trace entre la partie, entre les cul-de-sac de la sclère de part et d'autre, et puis on mesure à partir de là le point le plus éloigné qu'on trouve avec une atteinte qu'on juge être par des cellules tumorales. Enfin, voici un exemple d'atteinte de la tranche de section terminale du nerf optique. Donc, on a une rondelle du nerf optique qui a été prélevée et analysée séparément. Là, le nerf est normal, il y a des filets nerveux. Et là, il y a cet infiltrat de cellules basophiles très dense, qui a un plus fort grandissement. On voit que c'est des cellules de type rétinoblastique, des cellules tumorales qui s'insèrent, qui s'infiltrent entre les filets nerveux. Et c'est donc une atteinte de la tranche de section terminale du nerf optique. Les éléments concernant l'évaluation histopathologique ont été publiés dans la revue Archives of Pathology and Laboratory Medicine en 2009. Il peut être utile de s'y reporter en sachant que je vous ai dit les éléments majeurs concernant les risques. Donc pour le risque d'invasion à distance métastatique, c'est l'invasion
massif de la choroïde qui va atteindre toute l'épaisseur de la choroïde, et en sachant que dans la plupart des cas, on retrouve une atteinte juste contre la sclère. Et finalement, s'il n'y a pas d'atteinte de la sclère, même si on hésite, il y a de très fortes chances pour que ce soit une atteinte superficielle. Donc, si on garde ce critère comme critère d'évaluation, le risque de faire une erreur est très faible. Est-ce qu'il y a une atteinte tumorale qui va toucher la sclère? Et si elle atteint la sclère, c'est une atteinte profonde. Et sinon, ce sera une atteinte superficielle. Et puis, l'invasion du nerf optique, donc prélaminaire, laminaire ou rétrolaminaire, et surtout la notion d'infiltration de la section terminale du nerf optique. Le diagnostic différentiel du rétinoblastome, il y en a essentiellement un, c'est le médulloépithéliome, tumeur rare, les ganglioneuromes étant encore plus rares. Donc les médulloépithéliums, ce sont des tumeurs embryonnaires qui peuvent se développer à partir de la rétine ou du nerf optique et dont l'évolution est très variable, elle a été différemment reportée selon les cas, qui sont des cas extrêmement rares. Donc, il y a deux grands traits caractéristiques des médulloépithéliums, c'est qu'il y a des formations kystiques et puis une neuroglie qui est très abondante. Sinon, pour le reste, il y a des cellules de type rétinoblastique qui sont plus souvent en travée ou en structure cordonale, mais on retrouve également des rosettes de Flexner-Wintersteiner, comme dans les rétinoblastomes. Ici, un plus fort grandissement, vous avez ces cellules de type rétinoblastique, et puis déjà ici, une formation kystique. Et ce qui est le plus marquant, c'est le développement d'espèces, comme s'il s'agissait de très grosses rosettes, vous voyez, des formations kystiques avec des bordures de cellules rétinoblastiques, et puis une substance de fond très fibrillaire, très neurogliale. Ici, comme une structure embryonnaire débutante, une ébauche embryonnaire avec une structure triangulaire, et puis une gaine périphérique dans ce fond de cellules neurogliales très abondantes. Et ici, de temps en temps, des formations neuroblastiques très caractéristiques, comme on peut en trouver dans les rétinoblastomes, mais avec un fond de tissu neuroglial fibrillaire, comme on observe dans certains types de neuroblastomes. Voici donc pour les médulloépithéliums. Donc, en conclusion, quels sont les éléments qu'on doit s'efforcer de faire figurer dans le compte-rendu histopathologique de rétinoblastome? D'abord des éléments macroscopiques, la taille de l'œil, la taille du segment du nerf optique postérieur, la taille de la tumeur, et puis ce mode de développement exophytique, endophytique, diffus ou polymorphe. Diagnostic de rétinoblastome, bien sûr. Sa taille, si elle n'a pas été prise en macroscopie, on peut l'évaluer en microscopie sur coupe. On a l'habitude de dire un mot de la différenciation, est-ce qu'elle est riche en rosettes ou pas, mais surtout, est-ce qu'il y a des remaniements nécrotiques importants ou pas, quel est le pourcentage de cellules tumorales par rapport au pourcentage de tissu nécrotique. Encore une fois, les deux éléments les plus importants, c'est le statut de la choroïde et le statut de la lame criblée. Est-ce que la choroïde est respectée? Si elle est atteinte, est-ce que l'atteinte est superficielle ou profonde? Et quel est le statut de la sclère? Si la sclère est infiltrée, bien sûr, ça voudra dire que la choroïde est infiltrée. Et puis, quel est le statut de la lame criblée? Est-ce qu'elle est indemne? Est-ce qu'il y a une atteinte prélaminaire ou intralaminaire? Ces deux éléments n'étant pas considérés comme des facteurs de risque. Ce qui est considéré comme un facteur de risque, c'est l'atteinte rétrolaminaire qu'on doit à ce moment-là mesurer. Et puis, le plus important, c'est le statut de la tranche de section terminale du nerf optique et des gaines méningées qu'il faut préciser. S'ils sont indemnes, il faut le préciser qu'ils sont indemnes, et s'ils sont atteints, bien sûr, il faut préciser qu'ils sont atteints. Voilà pour les éléments majeurs, et je vous remercie.